téléphonique, un témoin avait commencé ce massage cardiaque, eh bien, ils n'ont pu malheureusement sauver ce monsieur. Et donc sa compagne a elle-même été blessée au niveau du cou. Et c'est cette blessure au niveau du cou qui a valu, dans un premier temps, aux pompiers de conclure à un pronostic, sinon vital engagé, mais du moins à un état d'urgence absolue. Ensuite, eh bien, l'intéressé va poursuivre son parcours et lorsque les services de police arrivent, ils constateront donc une troisième personne blessée, mais là nous ne sommes plus tout à fait au niveau du parc des Bruyères, mais nous sommes sur une voie qui sépare ce parc des Hautes-Bruyères de la zone commerciale, cette fois de la Île-et-Rose, sous un petit pont. Et cette jeune femme, qui également faisait du jogging, est agressée plusieurs fois au niveau du dos, mais ces blessures vont être superficielles. À ce moment-là, on perd, je dirais, le suspect dans son parcours, au niveau des auditions telles qu'on les recueille. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que, au-delà de ces victimes dont l'état corporel de lésion a été constaté et dont malheureusement le décès a été constaté pour l'une d'entre elles, d'autres victimes ont échappé à des agressions successives. J'ai déjà fait état de ce monsieur qui, faisant état de sa religion et du fait qu'il était musulman, a été épargné. Mais il y a également successivement la gardienne du parc qui s'est vue menacée d'un couteau et un SDF qui n'était pas loin de l'entrée du parc qui a lui-même été agressé. Ce qu'on peut dire, c'est que ce parcours était un parcours d'une extrême violence, d'une extrême détermination. Quand on a les témoignages et quand on les lit, les gens sont frappés par, je dirais, un calme apparent de l'intéressé. Et que, également, lorsqu'il est confronté aux forces de l'ordre, il ne s'interrompt pas et il se livre à des gestes qui ont pu laisser penser qu'il était porteur d'une ceinture d'explosifs, ce qui explique que la zone a été neutralisée pendant de longues heures pour permettre aux artificiers d'intervenir par la voie d'un robot pour s'assurer que ces explosifs n'étaient pas détenus par le mis en cause. Donc voici ce qu'on peut dire au niveau des victimes et du périple. Au niveau des personnalités du mis en cause, vous le savez puisque vous en avez déjà fait état, qu'il a pu être identifié. Il a été identifié parce que dans un premier temps, eh bien, on a trouvé sa carte bancaire et que cette carte bancaire, bien sûr, n'était pas en elle-même un élément d'identification, mais grâce au nom qui y figurait, grâce à une intervention tout à fait rapide de l'identité judiciaire et du laboratoire de police scientifique, des comparaisons ont pu être faites par les fichiers et on a validé l'identité qu'il avait. Je reprendrai celle qui est indiquée dans au cours de vos reportages ou de vos papiers, donc Nathan C. Il est né en 1997. Ses antécédents judiciaires ne sont pas remarquables puisqu'il n'est connu que pour un usage de stupéfiants lorsqu'il était mineur et que pour des violences légères dans le cadre d'une manifestation. On a pu depuis savoir que c'était une manifestation qui était celle des Nuits debout qui avait lieu à l'époque. Et à l'époque, la procédure a été classée, l'infraction n'ayant pas été suffisamment caractérisée à son encontre. Il n'était connu non plus d'aucun service spécialisé. Et son parcours, tel qu'il a pu être décrit par ses proches, dont je crois ici qu'il faut souligner qu'ils sont en totale coopération avec les services de police pour essayer d'expliciter ce parcours et ses antécédents, c'est celui d'un garçon qui a été, je dirais, très vite repéré comme étant quelqu'un avec des hautes capacités intellectuelles, mais avec également cet aspect plus sombre de cette personnalité de suivi psychiatrique qui sont engagés très tôt dans son parcours puisque sa maman fait état d'un suivi psychiatrique qui commence à l'âge de 5 ans. Il est suivi par de multiples médecins psychiatres. Il est également, il fait l'objet de plusieurs hospitalisations, dont certaines à la demande de ses parents. Et au final, d'après les derniers éléments qu'on a, mais qui là aussi seront à parfaire par l'enquête judiciaire, eh bien, il sort du dernier établissement psychiatrique qu'il fréquente en mai 2019. Il est alors soumis à un traitement médicamenteux qu'il va interrompre en juin 2019.
Voilà ce qu'on sait de lui. En l'état actuel des choses, son absence de connaissances au niveau des fichiers spécialisés ne l'avait pas particulièrement fait repérer. Les auditions se poursuivent de ses proches afin de connaître la nature d'une conversion, ce dont je ne vous ai pas parlé, d'une conversion à l'islam qui se passe aux environs de mai ou de juillet 2017. Cette conversion, elle a été confirmée, objectivée par les éléments qui ont été découverts sur place, puisque dans un sac qui est découvert non-lieu des lieux des faits, on trouve un certain nombre, mais je vous laisserai préciser, monsieur le commissaire, de ce qu'on trouve, si vous le souhaitez, dans ce sac et de ces éléments. Et donc, véritablement, on est là sur, je dirais, dans les investigations, sur un certain nombre d'éléments qui restent à parfaire. La nature de sa radicalisation, son parcours avant les faits, parce que pour être clair, à partir du 2 janvier au matin, on ne sait pas ce qu'il devient. Et on le retrouve dans le parc des Hauts-Bruyères le jour où il commence à agresser la première victime. Resteront à parfaire également ses éventuels contacts. Là, tout un tas d'investigations techniques demeurent et resteront évidemment à entendre nombre de témoins, peut-être des victimes qu'on n'a pas encore identifiées, même si aujourd'hui aucune ne s'est manifestée, mais on ne sait pas dans ce parcours s'il n'a pas tenté d'agresser d'autres personnes qui se seraient réfugiées chez elle et ne se seraient pas fait connaître. Voilà à peu près ce que j'avais la possibilité de vous dire au regard de l'état de l'enquête. Un dernier message toutefois pour conclure ces propos et avant de laisser la parole à monsieur le commissaire. C'est que nous n'avons pas, je dirais, omis de penser aux très nombreux témoins des faits qui ont existé sur cette période d'1 heure. C'est ce que, dans un autre cadre, on appelle les impliqués. Et donc, je souhaitais simplement dire que la cellule médico-psychologique qui s'est déployée sur place hier va être suivie d'un déploiement au niveau du bureau d'aide aux victimes et dans le cadre du schéma départemental d'aide aux victimes du Val-de-Marne, de la mise en permanence de psychologues et, je dirais, de travailleurs sociaux, de gens susceptibles de les accompagner dans des conseils juridiques. Et donc, c'est ce message que je souhaitais faire passer, c'est si des gens qui ont assisté aux faits, ont été témoins des faits, qui n'hésitent pas à, je dirais, s'emparer de la main qui leur est tendue pour les accompagner dans ce qui est nécessairement une vision et un accompagnement qui laissera des traces chez eux parce que c'est nécessairement traumatique. Voilà, monsieur le commissaire, est-ce que vous souhaitez en dire plus sur ce qu'il y a dans ce sac et sur vos recherches à l'heure actuelle, dans la mesure où l'intégrité des investigations n'est pas remise en cause par ce qu'on pourrait révéler à ce stade? Merci madame la procureure, vous avez très bien résumé le dossier, bien évidemment. Comme vous dites, je ne peux pas en dire grand-chose de plus, mais je sais que la curiosité de nos amis journalistes est éveillée par qu'avait-il avec lui, en dehors de cette carte bancaire qui nous permet une accélération de l'identification. Des ouvrages, dans le Coran bien sûr, c'est le béaba de tout bon musulman, et pas seulement des radicalisés. Des ouvrages divers sur la religion musulmane et quelques ouvrages effectivement qu'on peut qualifier de salafistes. Ça, c'est ce qui était avec lui. Bon. Et puis par ailleurs, une lettre qui peut être considérée comme non pas une lettre d'allégeance, mais une lettre de départ, une lettre testamentaire avec des répétitions assez caractéristiques du musulman qui s'autoflagelle et qui sait qu'il va peut-être faire le grand saut. Tout ça est en cours d'exploitation. Comme le disait madame la procureure, pour tout ce qui est contact, tout ce qui est tendance vers une réradicalisation, nous sommes en train d'explorer, ce qui veut dire que l'enquête peut évoluer. Elle a été confiée, comme vous le savez, à la fois à la brigade criminelle assistée du SDPJ 94, parce que nous avons, vous le savez aussi, une certaine habitude de ce genre de situation. Et pour l'instant, nous n'avons pas de démonstration de complices ni d'assistants dans la série d'actes criminels qui ont été commis par M. Nathan C. Donc voilà. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour quelques questions complémentaires. Il y a eu des perquisitions menées au domicile du mis en cause qui vivait dans le 14e arrondissement. Qu'est-ce qu'elles ont donné, ces perquisitions? Alors là aussi, c'est sous réserve de secret de l'enquête. Il y a eu une perquisition, il y a eu plusieurs perquisitions. Une perquisition qui a été menée au domicile des parents, où il vivait occasionnellement, à son domicile qui est dans le même arrondissement de Paris, et au domicile de sa compagne, qui, elle, habite sur un département de la Grande Couronne.
et qui ont donné un certain nombre de matériels, en particulier informatique, que nous sommes en train d'exploiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons été très clairs. Bon, alors je vous remercie. Nous en déduisons que nous avons répondu à vos attentes de confirmation ou d'éléments complémentaires.